Maker pour la planète, bienvenue, vous êtes toujours en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie ici à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va parler protection de l'environnement avec nos invités. Ce soir, l'ADEME, l'agence de la transition écologique avec Fabrice à mes côtés. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bienvenue. Nous avons aussi en plateau Ophélie de Spareka puisqu'on va parler réparabilité aujourd'hui et également Laurence et Jean-Paul de Répartout. Bonjour à tous les trois, à tous les quatre. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc c'est d'actualité, c'est la semaine européenne de la réduction des déchets organisée par l'ADEME. Donc Fabrice, un petit mot sur cette semaine spéciale. C'est important ce rendez-vous sur 5 jours. Pourquoi ? La semaine européenne de réduction des déchets, c'est important parce que c'est un événement européen. Toute l'Europe se mobilise cette semaine pour se mobiliser, aller plus loin et partager les bonnes pratiques sur la réduction des déchets. Parce qu'on a trop de déchets. Les chiffres sont impressionnants, Fabrice. Donc, les déchets, c'est 500 kilos par personne et par an. Chacun de nous, en moyenne, 500 kilos. Vous vous rendez compte ? Une demi-tonne. C'est énorme. Si on prend rien que le plastique, chacun de nous consomme 70 kilos de plastique par an, l'équivalent de son poids à peu près, pour ceux qui pèsent à peu près comme moi. Donc, toute cette quantité de matière, on la prend, on la jette, mais elle va où après ? Qu'est-ce qu'elle devient ? Finalement, elle pollue. Elle pollue. Et donc, réduire les déchets, c'est sauver la planète. Est-ce qu'il y a une prise de conscience quand même, surtout depuis la crise sanitaire ? On a l'impression que oui. Est-ce que vous partagez On progresse. Pas assez vite. Les gestes commencent à être adoptés. Beaucoup de gens trient leurs déchets aujourd'hui, mais ça va pas assez vite et ça va pas assez loin. Il faut re-questionner notre rapport à la consommation. Et c'est ça le pas suivant. C'est-à-dire que recycler, c'est bien, mais réfléchir à la manière dont on consomme, c'est encore mieux et c'est nécessaire. Donc la semaine européenne de réduction des déchets, c'est une occasion de mobiliser tous les acteurs, les collectivités, les entreprises, les associations, les citoyens. Il y a plus de 5000 événements qui sont organisés en France. Et donc, c'est l'ADEME qui coordonne. Vous allez sur le site internet cerd.adem.fr et vous avez tout le programme. Alors, comme ça se termine demain, il ne reste plus grand-chose, mais il y a encore plein d'informations intéressantes. C'est évidemment tout au long de l'année, une semaine de sensibilisation. Alors, c'est bien, mais donc on continue toute l'année. C'est l'occasion de partager, puis après, ça donne l'élan. On va continuer. Par exemple, on a mis en ligne sur le site un kit pour les voisins solidaires. Dans votre immeuble, apprenez à partager vos outils, par exemple. Et donc ça, vous le récupérez sur le site et vous pouvez l'utiliser toute l'année. Donc, ce genre d'initiative, ou des collectivités qui vont organiser des journées de nettoyage, ou des entreprises qui vont former leurs salariés, ou des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui vont aller faire des ressourceries itinérantes, des friperies, des ateliers réparation vélo. Voilà, il y a des centaines et des centaines de solutions qui sont à portée de main. Mais c'est pas un hasard que Maker Faire soit ait lieu maintenant pendant cette semaine, parce que Maker Faire fait partie, est au cœur de cette semaine européenne de la réduction des déchets. On est dans la même logique. C'est un des 5000 événements, exactement, avec d'autres. Il y a la semaine étudiante de la réduction des déchets qui a été organisée aussi. On a donc des partenaires d'économie sociale et solidaire qui ont fait des événements. Voilà, c'est tous ces événements. Et c'est vrai que Maker Faire a complètement sa place ici. Parce qu'on va le voir dans les échanges qu'on va pouvoir avoir. On est dans la logique de réduction des déchets pour la planète, mais aussi pour nous, parce qu'on se fait plaisir quand on bricole. On est là, évidemment, à la maison pour vous donner les clés, pour vous accompagner. Alors, avec nos invités, justement, pour réduire nos déchets, Fabrice, eh bien, on est dans l'optique de réparer, d'être dans la réparabilité. Ophélie Baguet, donc de Spareka, 180 000 abonnés sur YouTube. Bonjour. Alors là, bonjour Ophélie, rebonjour. On y trouve des tutos, des astuces aussi pour réparer soi-même ces appareils électroménagers. Pourquoi ? On est trop facilement sur on change, on passe à autre chose, on rachète. Justement, chez Spareka, notre mission, c'est de permettre à tous les citoyens, donc vous comme moi, de pouvoir réparer nous-mêmes nos appareils quand on a une panne. Donc, d'avoir ce réflexe-là, d'avoir confiance, de pouvoir l'ouvrir, diagnostiquer sa panne et changer la pièce détachée. Pour ça, on a une chaîne YouTube avec 180 000 abonnés. Vous, c'est uniquement en numérique, en digital, du coup, c'est ça ? Oui, c'est uniquement en digital. L'objectif, c'est à la fois via YouTube, à la fois via notre site internet spareka.fr, de faire le diagnostic, de trouver la bonne pièce, de se la faire livrer à la maison et ensuite de pouvoir réparer avec un tuto. Et ça va, c'est très varié, hein. Ça va de l'iPhone à la télé en passant par le lave-linge. C'est ça votre force ? Notre force et notre ambition, c'est que tout le monde, dans le monde entier, puisse réparer tout ce qu'il y a à la maison.
Est-ce que la communauté réagit bien? Enfin, en tout cas, les gens, qu'est-ce qu'ils vous demandent en premier lieu? Quelle est la demande la plus forte? La demande la plus forte, c'est généralement sur les appareils de grosse valeur, comme les lave-linges, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs. Ensuite, on voit très bien que c'est simplement un accompagnement, une aide et du coup un petit coup de pouce pédagogique pour vraiment prendre confiance et savoir où est-ce qu'on met les mains et quelle pièce il faut changer. Et évidemment, ça nous fait faire des économies, bien sûr, puisqu'on change juste une pièce ou deux. Donc c'est important. Alors, pas de grosses pièces pour Répartout, Jean-Paul et Laurence qui sont avec nous pour nous parler donc, de cette entreprise basée également comme Spareka en région parisienne du côté de Rambouillet. Vous proposez des ateliers collaboratifs en présentiel cette fois, Jean-Paul, c'est ça? Oui. En fait, nous, on intervient en collectivité sur un style Répar Café et où il y a du public qui vient avec des objets en panne. Donc, c'est des objets du quotidien. Alors, objets où ça peut être des vêtements, ça peut être des bijoux, de la maroquinerie. On apprend, on fait de la pédagogie pour aider à faire ces réparations. Et on met aussi à disposition des outils qui sont des fois un peu spécifiques pour pouvoir ouvrir les appareils. Et est-ce qu'il y a de plus en plus d'adeptes, Laurence? Alors oui, il y a de plus en plus d'adeptes et c'est surtout des adeptes mais qui ont aussi l'envie de partager des savoir-faire et en même temps de créer du lien intergénérationnel. C'est-à-dire qu'il y a des grands-parents, des parents, des enfants, tout le monde se mélange, tout le monde a envie d'apprendre, de passer un bon moment de convivialité. C'est ça aussi qui prime, c'est que les gens parfois reviennent sans avoir d'appareil à réparer, mais juste pour pouvoir partager un moment d'échange en fait. Et ça, c'est vraiment important, c'est ce qu'on sent qu'il y a une vraie recherche des personnes. Vous intervenez principalement où alors? Parce que vous travaillez beaucoup avec les collectivités, je crois. Oui, alors on intervient aussi bien en maison de retraite que dans la rue avec des organismes sociaux. Et dans la rue, on répare des vélos, on fait des opérations plus concrètes, hein, même des vêtements ou autres. Donc ça peut être aussi les villes, les comités d'entreprise aussi. On a par exemple une agence de l'eau du côté de Nanterre qui nous a sollicité aussi pour créer des petits objets afin d'aménager leur jardin. Donc c'est vraiment un public extrêmement varié, on va dire. Une réaction peut-être, Fabrice, à ces deux entreprises donc, qui sont basées sur la réparabilité. Je crois qu'on a tous un peu une petite angoisse de se lancer dans la réparation. On pense que c'est très compliqué. Et donc, on a besoin de passeurs, de guides, de gens d'éclaireurs qui vont nous rassurer, nous tenir un peu la main, alors à distance ou en présentiel. Et quand on passe ce pas, après, on s'aperçoit que c'est pas si compliqué. Et surtout, quand on a réparé un objet, on a une fierté. Oui, c'est ce que j'allais dire, on prend confiance. Au moment aussi, où on non rebranche et que ça marche, alors là, c'est l'excellent. Alléluia. Et donc ça raconte une histoire, on peut changer cette culture commune qu'on a que quand qu'un objet ne marche plus, on le jette, et on peut passer à autre chose. Et nos grands-parents, ils le savaient, il y a 50 ans, on réparait avant de jeter parce que les choses avaient plus de valeur. Et donc aujourd'hui... Oui, donc on se dépatouillait, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? On farfouille. Et on a perdu l'habitude. Il faut retrouver cette habitude et il faut que des acteurs privés, associatifs, nous aident à repasser le pas. La loi aussi y aide. Il y a un indice de réparabilité maintenant qui est affiché sur l'électroménager qui va justement pousser les gens à se poser la question au moment de l'achat. Mais est-ce que je pourrais le réparer facilement? Ça va être un facteur de différenciation et du coup, ça va pousser encore plus à la réparation. Et puis bien sûr, il y a des réparateurs professionnels qui sont des acteurs importants. Ça crée aussi de l'emploi non délocalisable. Donc il y a comme une boucle vertueuse. La réparation, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le moral et c'est bon pour l'économie. Merci beaucoup Fabrice. Merci à tous les trois d'être venus nous présenter donc, vos entreprises. On va accueillir nos prochains invités. Alors, on continue de parler un petit peu réparabilité, réemploi. On peut accueillir nos invités. Miguel, tout va bien de ton côté? Bien sûr, tout va bien. Oui. C'est vrai que sur le chat, beaucoup de réactions pour dire qu'effectivement, en priorité, il faut réparer plutôt que jeter, que réduire les déchets, c'est sauver la planète. C'est dans le sens de ce que disait Fabrice de l'ADEME. On est dans cette logique-là. Et... avant la réparabilité, il y a une autre logique qui est assez intéressante, Marie, qu'on va évoquer avec nos trois autres invités. C'est
le réemploi, la réutilisation, et ça c'est aussi dans l'esprit maker. Ça nous permet bien sûr de réduire nos déchets. C'est le thème de Maker pour la planète avec plein d'initiatives. Nous accueillons donc Thibaut Jean-Baptiste de Gallus. Bonjour Thibaut, mais aussi un deuxième Thibaut pour les matériaux parisiens et Ulysse qui forment donc un duo. Vous allez bien tous les trois ? Très bien, merci, ça va, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Gallus, on fait un petit focus sur Gallus. Donc on est dans cette logique bien sûr de développement durable à travers la récupération, la transformation et donc de réduction des déchets. Comment elle est née cette idée de cette entreprise Gallus ? Au final, très, très naturellement, en fait, j'ai travaillé de nombreuses années dans la location de mobilier dans l'événementiel. Et énormément de mes clients ces dernières années me demandaient du mobilier éco-responsable, issu de déchets, pour améliorer leurs offres. Et en fait, il n'y avait absolument rien sur le marché. J'ai fait une petite étude et il n'y avait absolument rien. Et en parallèle, j'ai vu que chaque année, l'ameublement français, c'était 3 millions de tonnes de déchets. Ça, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 100 porte-avions Charles de Gaulle. La métaphore est parlante. C'est gigantesque. Et en fait, c'est en 2018, la rencontre avec Le Pavé, qui est une jeune entreprise parisienne qui travaille à Aubervilliers, qui fait du plastique recyclé, issu des pots de crème cosmétiques, des bouchons de bouteilles, des bouteilles de lessive, etc. Et on s'est lancé là-dedans, donc dans cette aventure de faire du mobilier en série, issus des déchets du quotidien en fait. Donc il y a quoi d'autre comme exemple alors pour pouvoir faire du beau mobilier de déchets Oui. Mais en fait il n'y a pas de limite. Et là je viens de rencontrer nos voisins et on pense déjà à faire des plateaux de table en marc de café, en filet de pêche recyclé, en briques, en verre, en pare-brise. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est en plus votre imagination aussi en tant que maker, les matériaux parisiens, c'est ça aussi, vous n'avez pas de limite, vous réutilisez les matériaux de la ville. C'est ça le concept ? C'est ça. Et vous êtes venu justement avec quelques exemples, quelques prototypes. Oui, ici on a du marc de café et des écorces d'agrumes. Ça paraît fou quand même, du marc de café. Et l'idée c'est de pouvoir utiliser des matériaux locaux. Et en ville, les seules productions de matériaux qu'on a, c'est ce qu'on considère souvent comme des déchets. Et du coup, voilà ce qu'on en fait pour l'instant. Voilà. Et votre duo est né comment ? En fait, moi j'ai rencontré Ulysse il y a 2 mois. Voilà, tout naturellement, moi j'ai la partie plus marketing et commerciale que lui n'avait pas parce que c'est un bio-ingénieur et je voulais vraiment intégrer un projet avec un vrai impact environnemental et qui a du sens. Et voilà, là ça fait 2 mois qu'on travaille. Et alors ça en est où ? Est-ce que c'est rentable ou pas encore ? Est-ce que vous êtes encore en cheminement du développement des matériaux parisiens ? On commence à facturer, on a une activité en tout cas qui est rémunératrice à présent, notamment sur la partie atelier. On organise pas mal, on anime des ateliers auprès d'entreprises pour de l'événementiel, pour en fait sensibiliser aussi sur la question de revalorisation des déchets. Et c'est une activité en tout cas qui pour nous est rémunératrice à l'heure actuelle. Et qui s'intéresse à vous alors ? On a on va faire un événement pour Electrolux à la fin de la semaine prochaine. On va mettre en vente du coup nos premiers objets autour des arts de la table. On va faire une petite pause en attendant. Non, je ne sais pas si on entend fort ou pas. Je pense qu'on vous entend parfaitement clair. Bon, vous l'entendez, on est à la Cité des Sciences et de l'Industrie qui, pour le public, ferme à 18h. Mais nous, on est bien là et on ne bouge pas. Vous inquiétez pas, on va pas rester enfermés. Bon, en tout cas, quelles sont les réactions quand justement vous expliquez un petit peu votre concept et les matériaux, les déchets que vous utilisez ? Toujours assez étonné en général et c'est assez justement le fait de faire des ateliers, de faire des animations autour du truc, ça permet de vraiment voir les gens découvrir en fait, de produire eux-mêmes les matériaux, produire eux-mêmes les objets. Et ils sont toujours super étonnés et super de voir que c'est relativement simple au niveau des matières, au niveau des formules qu'on utilise et qu'après il y a tellement de possibilités en termes de forme, en termes d'application. Et des collaborations peut-être avec Gallus, ce serait possible ça ? Comme vous vous rencontrez ici chez Maker Faire Paris, vous avez l'occasion de discuter avant d'être sur le plateau ? Oui, mais ça serait avec plaisir et je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Et ce qui est sympa, c'est que des structures qui sont globalement avec une taille raisonnable, on a la dynamique pour pouvoir se développer des choses très rapidement, faire des essais, des prototypes. On n'a pas besoin de 13 réunions marketing pour avancer sur des projets. Donc je pense qu'on aura le plaisir de se revoir.
Fabrice, Juste- les matériaux parisiens ont besoin de soutien. Oui, Miguel. Non, juste une petite parenthèse pour juste remercier Thibaut qui nous a prêté du mobilier recyclé de chez lui, puisque les chaises hautes sur lesquelles vous étiez assise tout à l'heure, ma chère Marie, ça, c'est fait C'est confortable. Hein, ça par va. Thibaut. On les voit, elles sont là. Elles sont faites avec quoi, ces chaises? Alors ça, c'est des bidons de lessive et des produits cosmétiques qui sont broyés en petits copeaux, pressés à chaud, pressés à froid, pardon. Et nous, on vient découper comme du bois, hein, c'est comme du contreplaqué ou autre. On vient découper ça et installer sur la structure en métal qui est fait dans le Loir-et-Cher. Donc c'est vraiment local. Tout est 100% made in France, Thibaut. 100%, c'est jusqu'au du circuit rivet. court. Oui. C'est Je vous disais tout à l'heure, impensable de passer en dehors de la frontière française. Pour vous, on privilégie... Et c'est le impensable territoire. dans la logique des déchets qui nous entourent, parce qu'on n'a pas besoin d'aller à faire 1000 km pour récupérer des déchets, alors que là, on a tous les savoir-faire et toutes les matières premières pour pouvoir le faire en local. Ce tabouret, du début à la fin du process de fabrication, il n'y a eu que 200 km autour de Paris pour le produire. Donc c'est vraiment, on ne peut pas plus court, quoi. Ça vous interpelle, ça, Fabrice? On le rappelle de l'ADEME. Ils ont besoin de soutien, toutes Ouais, ces ça nouvelles entreprises. Ça m'interpelle, ça m'enthousiasme. Bon, on a déjà accompagné Gallus, mais les matériaux parisiens, pourquoi pas. Moi, j'entends deux bonnes nouvelles. Hein. Ce que disait Thibaut en introduction, c'est qu'il a développé ses produits parce qu'il y avait une demande. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'avant, la plupart des acteurs économiques, l'environnement, c'était la quatrième roue, cinquième roue du carrosse. Et là, ça y est, ça commence à devenir un sujet, un vrai sujet. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. Notre société change. Et la demande est croissante ou pas, du coup? La demande est croissante et la législation vient en aide aussi à des entreprises comme les nôtres. Il y a eu la loi anti-gaspillage qui est sortie l'année dernière au journal officiel et qui va obliger au fur et à mesure les collectivités à acheter des matériaux recyclés. Il faut s'y mettre. Voilà. Donc en fait, il y a une demande qui est croissante et qui va faire que ça croître année après année. Et la deuxième bonne nouvelle, Fabrice? Donc voilà, donc cette demande, il faut qu'elle accélère. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que face à cette demande, il y a une offre qui se développe. Voilà, il y a des très beaux exemples. Le mar de café, là, je trouve ça extraordinaire. C'est qu'on pense que ce qui sort de notre café, ça peut devenir de la vaisselle ou autre. Et donc cette imagination, ce dynamisme, c'est ça la solution. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de penser uniquement dans des chaînes avec de la construction massive à l'étranger qui est importée, qui est utilisée, qui est jetée. Non, on a tous les atouts. On a les matériaux qui sont nos déchets, on a l'inventivité, on a les territoires qui sont là pour implanter ces usines, etc. Et donc, on est en train d'inventer l'économie circulaire de demain. C'est ça. L'idée, on sort du modèle linéaire, je prends, je jette, pour un modèle circulaire où je me pose la question de fabriquer le plus sobre possible, j'utilise, j'allonge la durée de vie du produit, je recycle mes déchets, je réemploie, et ça fait vraiment une boucle. Merci Fabrice, merci à tous les trois. On vous souhaite bonne chance beaucoup. évidemment dans votre Merci. projet. Les Maker Faire, vous le voyez, hein, c'est du partage, de la créativité. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Nicolas Bras, alors ça c'est un personnage extraordinaire, Nicolas Bras qui est installé dans notre espace démo pour un concert d'ici quelques minutes. Est-ce que je peux me lever pour aller discuter un petit peu avec Bien sûr. avec Nicolas? Où Tout est-ce est qu'il possible. vient? Comment? Bien sûr, attends, il n'y a pas Qu'est-ce qu'on de... peut faire? Je Aucun vais interdit. voir. Va rejoindre Allez. Nicolas. Nicolas qui est en place, qui Merci attend Gallus, patiemment. merci les Ouais. matériaux parisiens, merci d'être venus. Merci. Merci à tous les trois. Alors, Nicolas, ça y est, il est installé. Là. Quoi, une petite heure d'installation, Nicolas, pour tout ça? Alors, est-ce que le micro marche? Oui, ça va marcher. C'est le micro numéro combien? Numéro 10. Le numéro 10, s'il vous plaît. Le micro de Nicolas. Il est... Attendez, on vérifie. Il y a un petit souci. C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Ok, numéro 10. Alors, Nicolas, tu joues de la musique à partir de tuyaux en PVC. Ça paraît fou, mais oui, c'est possible. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, cette idée un peu folle? Moi, j'ai commencé comme musicien intervenant en milieu scolaire, donc j'ai commencé à bricoler des petits objets sonores, des petits instruments pour bosser avec les enfants. Et donc, il fallait en fabriquer beaucoup pour pouvoir distribuer ça à une classe d'une trentaine d'enfants. Donc, la récup s'est imposée parce que pour pouvoir fabriquer une centaine d'instruments avec pas de budget, on va chercher du côté de la récup. Et puis, j'ai commencé à en fabriquer qui me plaisaient à moi aussi en tant que musicien.
Et puis j'ai continué, et maintenant ça fait 15 ans et plus d'1 millier de prototypes, et je continue à en construire tous les jours. Alors là, tu es venu avec quoi, du coup, aujourd'hui à la Cité des Sciences? Alors là, je suis venu avec une petite dizaine d'instruments que je vais pouvoir jouer et mélanger avec quelques machines. Et on retrouve les notes. Si on ferme les yeux, on n'a pas l'impression que tu joues avec ça? Bah alors ça, c'est moi qui décide en fait. C'est-à-dire que si j'ai envie de me rapprocher ou d'imiter un instrument traditionnel, je peux aller le chercher. Alors dans la limite des possibilités des objets, ils n'ont pas tous, en fonction du type de vibration qu'on va chercher, de la famille d'instruments, ils n'ont pas tous les mêmes capacités à produire des sons de qualité. Mais voilà, je peux aller imiter des instruments ou alors me libérer des instruments existants et d'aller chercher des sons qui n'existent pas. Bon, faut quand même un peu de talent. Enfin, je sais pas, j'imagine. Enfin, moi, si je Il en m'essaie, a énormément, Miguel. énormément. Bah oui, il en a énormément, Nicolas. Bien sûr, on te retrouve sur ta chaîne aussi, sur Internet, des vidéos en anglais uniquement. Je me demandais un petit peu. Ouais, j'ai Pourquoi basculé en anglais il n'y a pas longtemps parce que je bosse de plus en plus à l'international, que j'ai de plus en plus d'interlocuteurs qui ne parlent pas français. Et c'est que, important. voilà, Donc tu c'était produis un peu partout. Ouais, de plus en plus. Et puis c'est vraiment ce que j'ai envie de développer. J'ai vraiment envie de passer de plus en plus les frontières et d'aller voir un peu partout. Donc, Bravo Nicolas, merci beaucoup d'être avec nous. On te retrouve dans quelques minutes pour ce concert inédit quand même. Ouais. Vous le voyez Nicolas, donc, qui récupère des tuyaux puis qui fait de la musique. Attends, avec. c'est Donc, Monsieur PVC. Quand tu vas sur me- Internet et que tu vois ces vidéos, c'est absolument génial. C'est ce qu'il fait, c'est fou. Et la sonorité, je vous le dis, hein, je ne Oui. vous survends pas. Vous allez être bluffé, quoi. Et, il fait des instruments qui sonnent comme des vrais instruments. C'est absolument incroyable. Lui aussi nous bluffe, c'est Corentin de Châtel-Perron qui nous rejoint en plateau. Corentin, il va arriver un petit mot peut-être Fabrice sur Nicolas. C'est incroyable ça. Je suis très impatient de l'entendre parce ouais, que c'est On va voir là, ça. on en a l'eau à la bouche. Mais l'idée de réutiliser des matériaux, c'est déjà je trouve ça génial. Et c'est la logique aussi qui va dans le sens de ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ce plastique qui est en fin de vie, qui pourrait aller polluer l'environnement, et là il va nous donner du plaisir avec de la musique. C'est génial. Alors là, on a un homme d'action, messieurs, dames, avec nous. C'est donc Corentin, ingénieur de formation. Tu navigues sur toutes les mers du globe à bord de ton catamaran à la recherche d'innovation low-tech. Ça va bien, Corentin ? Super. Merci beaucoup d'être avec nous. Un petit mot déjà sur les low-tech, c'est quoi ? Juste en 10 secondes pour réexpliquer. Alors, ce qu'on appelle des low-tech, ça peut être des technologies ou des savoir-faire qui répondent à des besoins de base de manière accessible à tous. C'est pour ça qu'on a choisi low-tech à la place de high-tech et de manière durable. Alors, depuis 2016, donc, tu fais le tour du monde à bord du Nomade des mers. Comment c'est venu cette aventure en mer et à travers le monde ? C'est venu d'un constat, c'est que partout dans le monde, il y a des gens, autant en pays riches qu'en pays pauvres, à la ville ou à la campagne, qui inventent, sous contrainte souvent, des solutions très ingénieuses avec les moyens locaux pour répondre aux besoins de base. Et on s'est dit, mais c'est dommage qu'il n'y ait personne qui diffuse toutes ces innovations. Et donc on s'est dit, on a créé l'association Low-Tech Lab pour ça, scanner la planète à la recherche de toutes les meilleures innovations low-tech. T'es un peu le tester. porte-parole finalement, le diffuseur de bonnes initiatives. Voilà, on n'invente rien, mais on essaye de trouver les gens qui inventent, les documenter, leurs inventions, et les partager en accès libre pour que d'autres puissent les répliquer. Alors qu'est-ce qui t'a... Alors il y a eu plein d'initiatives j'imagine, mais qu'est-ce qui t'a marqué, si tu as un ou deux exemples, et dans quel pays ? Alors, on a testé sur la plateforme qui est un espèce de Wikipédia pour les low-tech. Il y a 160 solutions, donc j'en ai plein qui me viennent dans la tête. Mais un de mes coups de cœur, je dirais, c'était en Malaisie, près de Kuala Lumpur, une ferme qui utilisait les mouches soldats noirs. C'est un type de mouche dont les larves transforment les déchets organiques et font du compost, qui est utilisé pour des maraîchers. Alors non, Tant pis. mais ça c'est une éolienne qui a été faite à Dakar avec des éléments d'imprimante recyclés. Et bref, cette mouche dont je parlais, ça transforme des déchets organiques en compost et les larves sont utilisées pour nourrir ensuite des poissons ou des poulets. Et donc ça a plein d'avantages, autant sur le recyclage des déchets organiques que sur l'alimentation animale, que sur les engrais organiques. Alors est-ce que toi tu mets aussi un peu la main à la pâte ou... Alors Ou ouais, pas moi Quand même, oui. je teste tout pour pouvoir bien documenter. Et donc je commence à m'y connaître un peu en pas mal de choses et je suis devenu maker grâce à ça. Fabrice, c'est La- pareil, c'est une... Non mais la low-tech, un ça nous exemple. ouvre un champ qui est important, c'est celui de la sobriété. C'est-à-dire que la facilité, c'est de se dire
il y a sûrement un super appareil sophistiqué qui va répondre à mon besoin. La sobriété, c'est de se dire, bon, déjà, quelle est la réalité de mon besoin, et ensuite, comment je peux le satisfaire sans mobiliser des tonnes d'acier, des tonnes de plastique, du numérique, etc. Et le low-tech apporte des réponses, et on s'aperçoit que ça marche très bien. Et ça marche très bien dans tout le monde entier. C'est exactement ça. En fait, on a souvent tendance à se dire on ne va pas changer de mode de vie, on va essayer de trouver des choses qui vont contrer les conséquences négatives de nos modes de vie. Et avec le low-tech, on essaye justement de questionner de quoi on a besoin, qu'est-ce qui rendrait nos modes de vie plus sains, plus durables, et de voir en fonction de ça quelle technologie on a besoin. Et cette prise de conscience du développement durable des low-tech, est-ce que dans les pays que tu découvres, aussi dans ces cultures que tu découvres, est-ce que on a cette sensibilité-là plus qu'ailleurs ou pas ? Alors, d'un pays à l'autre, ça peut être très variable, mais en fait, c'est souvent sous la contrainte que les humains déploient une ingéniosité folle. Et donc, dans un pays où il y a des problèmes d'accès à l'eau, on trouvera des solutions géniales pour l'accès à l'eau. En fonction des pays, en fonction des contraintes, on trouve des solutions qui matchent. Une question sur le chat pour Corentin. Oui. Tu as fait une expérience de 4 mois sur un radeau. Alors, les gens veulent savoir quelle low-tech tu as utilisé, tu as développé, et laquelle a été la plus utile ? Alors, effectivement, j'ai voulu tester sur moi-même une combinaison d'une trentaine de low-tech. C'était sur un radeau flottant en Thaïlande. Et sur cette trentaine de low-tech, alors moi je suis assez amoureux de toutes les low-tech que j'ai utilisées, mais c'est tous les trucs vivants en fait qui m'ont séduit le plus, parce que s'associer au vivant, ça permet souvent de s'affranchir de plein de technologies hyper complexes, hyper coûteuses en énergie, en ressources. Et donc, que ce soit la culture de champignons, la culture de plantes grâce à des bactéries qui transforment les déchets organiques en engrais, ou la culture de spiruline. On peut refaire ça ailleurs et de la même façon, c'est le but quand même, j'imagine. Oui, bien sûr. Ouais. La plupart de nos low-tech, en fait, c'est des principes qui peuvent être répliqués partout dans le monde. Et il suffit de les adapter aux matériaux locaux, aux ressources locales, à la culture locale, à l'économie locale. Mais ce sont des principes qui peuvent être répliqués partout. Ouais. Merci beaucoup, Corentin. Tu racontes tout ça dans un livre en plus. Pourquoi c'était important pour toi aussi c'est dans ce travail de documentation, justement ? Oui, exactement. Moi, je suis obsédé par l'idée qu'il faut qu'on réinvente notre manière d'habiter la planète, et que pour ça, il faut aujourd'hui des explorateurs de mode de vie, des gens qui testent et qui partagent ça. Et donc, c'était dans ce cadre-là que j'ai voulu C'est partager inédit quand même, expérience. Miguel, je pense, Corentin qui navigue comme ça. C'est génial, c'est absolument à travers génial. le monde. Il s'est défilé, le Vantais, qui n'est pas marin à la base, mais qui est très à l'aise sur l'eau. Corentin, il me cherche derrière. C'est laquelle qui a été la plus utile, vraiment, des low-tech ? Moi, les internautes veulent savoir. Quand on cherche à boire, manger, avoir de l'énergie, il n'y a pas un truc qui dépasse les autres. Si on n'a pas, ok, je vais essayer de te répondre. Moi, c'est la spiruline qui m'a le plus convaincu. La culture de spiruline. C'est cette algue. Ouais, une micro-algue qui demande très peu de ressources, très peu d'espace, et vraiment on peut se faire des tartines de spiruline, c'est ça, hein ? Ouais. C'est plein de protéines, plein de vitamines et minéraux, et hyper nourrissant. Mais bon, il y en a plein d'autres. Il ne faut pas hésiter à regarder sur notre plateforme lowtechlab.org. Il y en a 160 et c'est collaboratif. Alors, autre question qui est venue sur le chat aussi. C'est quoi ton prochain projet ? Ah oui, j'allais te demander. Bah oui, j'ai pas oublié. Eh ben, en ce moment, dans l'association, on accompagne la naissance de plein de low-tech labs dans plusieurs villes de France, dans plusieurs pays du monde. Et c'est plein de communautés qui se rassemblent, et pour voir ce qui se passe localement en matière de low-tech, pour les documenter, les répertorier, et aussi pour voir qu'est-ce que, dans les autres idées des autres low-tech labs, peut s'implémenter localement, et comment est-ce qu'on peut changer nos modes de vie pour réinventer notre futur. Et toi qui es au cœur du sujet, justement, est-ce que tu sens cette effervescence ? Tu rencontres beaucoup de monde ? Est-ce que je pense qu'on est passé il y a quelques années d'une phase où vraiment on était en observation des problèmes de la planète, du réchauffement climatique, des ressources, de la biodiversité, etc. Et que maintenant on passe à une phase d'action, et qu'il y a plein de gens qui testent. Et heureusement, il y a tous ces makers, tous ces explorateurs qui s'y mettent. Et c'est une phase qui me passionne, toute cette espèce de brainstorming général. Et j'espère qu'on va aboutir à quelque chose de beau. Mais on l'a vu aussi avec nos autres invités tout à l'heure, il y a l'aspect aussi politique
derrière quand même qui est primordial. Tu es d'accord ? Ouais, complètement. Et grâce à l'ADEME, grâce à la région Bretagne, à la ville de Boulogne-Billancourt, à des territoires qui s'engagent comme ça, on est accompagné pour pouvoir justement avoir plus de moyens pour aussi pouvoir convaincre et puis pour pouvoir passer du maker dans son garage à une collectivité qui va prendre une idée et qui va la déployer à des centaines ou à des milliers de personnes. Et c'est ça qui est génial, on arrive à cette phase intéressante où ça commence à intéresser, à sortir du garage en fait, toutes ces innovations-là. On bascule dans le bon côté, ouais, vers exactement. le bon côté. Fabrice, tu es d'accord avec ça ? C'est clairement l'enjeu. Il faut accélérer parce qu'il y a urgence. Ça, il faut qu'on en ait conscience. Il y a passe urgence aussi par- écologique. Ouais. Et on a besoin d'explorateurs, de Voilà. gens qui vont les chercher. Et ensuite, qui vont aller apporter ce qu'ils ont appris au grand public. Et donc là, on a des moyens énormes. La communauté des makers, c'est un super réseau. Parce que Internet, Corentin, un Wikipédia, c'est génial. Il nous fait rêver, Voilà. en fait. Est-ce qu'on a besoin de ça aussi ? On a besoin de ça parce qu'on ne le voit pas parce qu'il a son masque, mais en fait, il sourit, là, Corentin. Il est heureux. Parce que il ne faut pas que les gens croient que la sobriété, c'est un truc, on est malheureux. Non, on satisfait nos besoins qu'on est sobre. On satisfait nos besoins. Mais on est heureux aussi. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Corentin. Bonne continuation, bonne chance pour tes prochains projets. On peut évidemment retrouver ton film qui était diffusé sur Arte. Sur Arte, 4 mois sur ma biosphère et le livre Ma biosphère. 4 mois sur ma biosphère et ma biosphère. Merci beaucoup à tous les deux. Je voudrais juste ajouter un petit mot pour tous ceux qui s'intéressent à la question de comment réparer, réemployer, réutiliser les objets. Il y a un site de l'ADEME qui s'appelle longuevieauxobjets.fr, longuevieauxobjets.fr, tout accroché. Et là, vous allez trouver plein d'informations, des tutos de Spareka, l'annuaire des réparateurs, comment réemployer des objets, comment les partager. Et donc, c'est quelque chose pour diffuser très largement, bien au-delà de la communauté des makers. Faites-le savoir autour de vous, parce qu'on a besoin que tout le monde s'y mette. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, finalement, C'est Fabrice. formidable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Miguel, Ouais. on se retrouve demain. Alors, attends. On va demander à Fabrice, il peut revenir d'ailleurs, de nous rejoindre. Je l'invite à nous rejoindre pour conclure, avant de laisser la place à Nicolas Bras, qui est en train de se préparer, qui est en train de faire sa dernier réglage de mise en place. On peut déjà peut-être donner quelques rendez-vous de demain. On reviendra à 14h dimanche. 4 heures d'émission demain encore. Exactement. Très chargé, très On riche. commencera avec une émission qui s'appelle Maker pour le plaisir. On va découvrir des cosplayers, des gens qui s'amusent à créer des costumes et des choses incroyables. On ira faire un tour à travers toute la France, dans les tiers-lieux, avec cette émission Makers près de chez vous. On fera une émission sur la maison. Maker pour la maison, on aura avec des designers. Exactement, Maker de demain, et puis tous Makers, ça sera notre dernière émission. Il y aura les ateliers aussi en même temps. Il y aura les exposants, les 200 Makers qui vont continuer à partager avec vous en visio. Bref, on a encore un programme hyper chargé demain, les amis. On ne s'arrête pas là. Bon, Fabrice, Merci c'est pas là. beaucoup. Alors c'est bon, c'est Mickaël. prêt, figure-toi. C'est Ça y est. prêt, Ouais. Maker pour la planète. On a terminé sur notre engagée humaine. on C'était est bien. important aussi pour nous. On se retrouve demain. Place donc à la performance de Nicolas Bras.
Merci. Alors, après cette petite introduction et balance en direct, je vais pouvoir me présenter. Donc, je m'appelle Nicolas, je suis donc musicien, bricoleur d'instruments. Et comme vous avez vu, je joue et je fabrique des instruments à partir de matériaux de récup principalement. Donc, un de mes matériaux que j'utilise le plus, que vous devez voir là sur les racks qu'il y a autour de moi, c'est du tuyau en plastique. Donc, du tuyau en plastique de ce genre-là, soit des gros pour l'évacuation, soit des plus petits pour l'électricité. Et en gros, un tuyau en plastique, ce qui va m'intéresser dedans, c'est donc pas le plastique lui-même, parce que ça sonne comme ça, mais l'air qui est enfermé à l'intérieur, que je vais pouvoir faire vibrer de tout un tas de façons différentes, juste en soufflant dessus. En tapant dessus. En soufflant sur le côté, façon flûte oblique. En soufflant façon trompette. En soufflant façon flûte de pan. En soufflant façon beatbox. Donc ce petit bout de tuyau pas travaillé peut déjà faire pas mal de sons. Mais après, si je rajoute un petit peu de construction, donc pas beaucoup, juste une encoche, un trou, un biseau taillé à la lime, un morceau de bois, donc ça c'est de la tringle à rideau, qui rentre parfaitement dans ce genre de tuyau, et une autre pièce de plastique pour refermer tout ça. Et là, j'ai les ingrédients d'une flûte à bec. Donc pas encore très intéressant pour l'instant, là on a un sifflet, mais si je la rallonge, là je commence à rentrer dans la famille des flûtes harmoniques, qui se jouent donc sans trou, juste avec la vitesse du souffle. Ça commence à faire de la musique, mais moi je les aime encore un peu plus longues. Donc je vais rajouter ça. Et là, plus je rallonge le tuyau, plus je vais descendre dans les graves. Et en même temps, plus je vais avoir de notes aiguës disponibles. De la flûte harmonique. Et après, si je continue à rallonger mon instrument, je vais rajouter celui-là. Là, j'y ai fait des trous. Et je vais me retrouver avec une très longue flûte basse, parce que si je la déplie, elle fait à peu près 1,80 m. Donc, comme c'est une flûte basse, les notes les plus graves sont ici. Et en même temps, comme c'est une flûte harmonique, les aigus. Et pour pouvoir explorer un peu toutes les possibilités de mon instrument, je suis venu avec quelques machines. Donc j'ai des pédales là à mes pieds. La principale que j'utilise s'appelle la pédale de boucle. Elle me permet de pouvoir superposer des boucles de musique et de pouvoir utiliser toutes les possibilités rythmiques, d'accompagnement, de solo. C'est parti.
Merci. Alors donc ces machines me permettent d'utiliser toutes les possibilités d'un instrument, mais elles me permettent aussi de mélanger les instruments entre eux, ce qui fait que du coup je peux en utiliser certains que je ne pourrais pas utiliser en solo, et puis surtout pour l'instant j'ai pas de groupe d'instrumentistes formés entièrement à jouer mes instruments, donc je me débrouille tout seul. Est-ce que ce serait possible de pas mal baisser le son sur le plateau? Parce que ça interfère un peu avec les boucles. Merci. Donc l'instrument suivant, il est de la famille du klaxon de voiture, qui est une famille qu'on voit pas souvent sur scène. Donc le principe, c'est une membrane tendue, et il suffit de souffler dans cette pièce de plastique. Alors ça peut se jouer un peu tel quel, mais c'est mieux dès qu'on rajoute un peu de longueur. Donc là, on va reconnaître la famille du klaxon. Et si je bouge tous les trous, le bus. Maintenant, si je rajoute un peu d'écho et que je joue ça un peu plus doucement, ça s'accorde un peu avec la tension de la membrane.
Alors, l'instrument suivant a une histoire que je peux vous raconter, parce que les bouts de plastique peuvent aussi avoir une histoire. Donc cet instrument, en fait, c'est un hybride entre plusieurs flûtes que j'aime bien et que j'avais envie de réunir, de prendre des idées de chaque. Donc le système de son, c'est le principe de la flûte native américaine. Donc c'est les flûtes jouées par les natifs américains d'Amérique du Nord. Ça sonne comme ça. Donc une petite flûte d'un côté, une grosse flûte de l'autre. Et les deux en même temps. Donc le système de son, c'est les natifs américains. Le fait d'avoir des doubles flûtes jouées comme ça se retrouve plutôt du côté du Mexique. Et la séparation du doigté, je me suis inspiré d'une flûte Renaissance italienne, faite par un facteur d'instruments français. Et il n'y a pas si longtemps, à une époque où on pouvait un peu voyager encore, j'étais en Guyane française. Et là-bas, j'ai rencontré un musicien Hmong, donc les Hmong de Thaïlande qui ont émigré pas mal en Guyane française, qui se sont installés là-bas. Donc un flûtiste, et on discutait instrument avant, je lui ai montré cet instrument. Il m'a dit « Ouais, c'est sympa comment tu joues. Nous, les Hmong, quand on joue, on raconte une histoire à travers la musique. Prête-moi cet instrument, je dois pouvoir faire quelque chose avec. » Et donc il a commencé à jouer de cet instrument. Et à ce moment-là, donc, si on récapitule, j'étais en Guyane française, au fin fond de l'Amazonie, en Amérique du Sud, en train d'écouter un Hmong de Thaïlande jouer du répertoire traditionnel asiatique sur une double flûte mexicaine, native américaine, renaissance italienne, faite en PVC du 9.3. Ça commençait à lui faire un beau voyage. Donc je vais vous en jouer ni à la façon des Hmong, ni à la façon des natifs américains, comme ça viendra. Merci. J'ai un petit dernier instrument avant de vous libérer pour la soirée. Donc j'ai ramené ce machin-là. On n'est pas pressé? Bon alors je vais prendre mon temps. Cet instrument-là n'a pas l'air, mais il est plutôt logique. C'est déjà une troisième version de ce mélange-là. Donc en fait, c'est un instrument qui n'a de sens que dans ce morceau, dans cette improvisation qui s'est écrite au fil du temps, et qui n'a de sens qu'avec une pédale de boucle, parce que en fait, ceci est un quadruple instrument, mais c'est 4 instruments que je ne peux pas jouer en même temps physiquement. D'ailleurs, il n'est pas complet. Vous avez peut-être remarqué qu'il manque quelque chose. Voilà, tout de suite, c'est mieux.
Donc cet instrument regroupe en fait 4 instruments avant inspirés d'instruments traditionnels qui n'auraient jamais dû se rencontrer, mais que j'ai agglutinés de force dans ce tas de tuyaux. Donc là-dedans, vous avez le didgeridoo des Australiens, des aborigènes d'Australie. Vous avez la flûte peul des bergers d'Afrique de l'Ouest. Vous avez la flûte harmonique d'Europe de l'Est et un poète-poète. Celui-là, il n'a pas d'origine, c'est un poète-poète. Donc le didgeridoo, j'imagine que vous connaissez, c'est cette grande branche en bois creusée par les termites et jouée par les aborigènes. Donc là, c'est un tuyau en plastique avec un cône de chantier, mais le principe est le même. Alors, il faut que je décale un peu le micro, mais je peux parler dedans, c'est pratique. Donc en gros, je fais vibrer mes lèvres à l'intérieur. Et après, je fais bouger ma langue, mes joues. On reconnaît. Donc le didgeridoo va me servir de basse. Et après, je bascule en position 2, qui va être la position que je vais garder pour le reste du morceau. Je vais attaquer avec la flûte peul, qui va me servir de basse. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. De batterie. Et de solistes. Et tout ça, je vais pouvoir répondre avec la flûte harmonique.